Bonsoir, 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 bonsoir. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette nouvelle année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais continuer de lire les fables de Jean de La Fontaine. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas lues. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'y retourner. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement et de commencer cette lecture. La dernière fois, on s'était arrêté au livre 5e et c'est donc ça qu'on va lire aujourd'hui. En tout cas une partie, à commencer par le bûcheron et Mercure. À monsieur le comte de Brienne, votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements l'effort ambitieux. Je le veux comme vous, cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez ces traits, et je ne les ai pas, je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je bouis. Enfin, si dans ses vers je ne plais et n'instruis, il n'en tient pas à moi, c'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent, je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie. Deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois, par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, la mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers, et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle. Jupiter comme un autre, introduisons celui qui porte de sa part aux belles paroles. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, c'est sa cognée, et la cherchant en vain, se fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre. Sur celui-ci roulait tout son savoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. « Oh, ma cognée, oh, ma pauvre cognée !» s'écria-t-il. « Jupiter, rends-la-moi, je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. « Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu, la connaîtrais-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. » Lors une d'or à l'homme était montrée. Il répondit, je n'y demande rien. Une d'argent succède à la première. Il la refuse. Enfin, une de bois. Voilà, dit-il, la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. Tu les auras, dit le dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée, et beaux qui ont de perdre leur outil, et de crier pour se les faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre son fils Mercure, au criard vient encore. À chacun d'eux, il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête, ne pas dire aussitôt
voilà, Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela, Jupiter n'est pas dupe. Le satyre et le passant. Au fond d'un antre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage. Et prendre l'écuelle aux dents. On les eût vus sur la mousse, lui, sa femme et main petit. Il n'avait tapis ni housse, mais tout fort bon appétit, pour se sauver de la pluie entre un passant morfondu. Au brouet, on le confie. Il n'était pas attendu, son hôte n'eut pas la peine de le semondre 2 fois. D'abord avec son haleine, il se réchauffe les doigts. Puis, sur le mets qu'on lui donne délicat, il souffle aussi. Le satyre s'en étonne. Notre autre, à quoi bon ceci? L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise au Dieu que je couche avec vous, sous même toit, arrière ceux dont la touche souffle chaud et froid. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu, que la moindre chose de son débris serait causée. Il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux, je passerai, et du coup, je vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopin-clopant, comme ils le peuvent, l'un comme l'autre jeté au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eût pas fait 100 pas que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous ascensions qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces beaux. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que frétin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme, en voyant son butin. Voilà commence de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière: que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelques gros partisans m'achèteraient bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille, pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille. Eh bien ce soir, repartit le pêcheur poisson, mon bel ami, qui faites le pêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Les oreilles du lièvre. Un animal cornu blessa de quelques coups le lion, qui, plein de courroux, pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine. Toute bête, portant des cornes à son front, chèvre, bélier, taureau, aussitôt délogèrent. Daim et cerf de climat changèrent. Chacun à s'en aller fut prompte. Un lièvre aperçut
percevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelques inquisiteurs n'allât interpréter à cornes leur longueur, ne les soutint en tout à des cornes pareilles. Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici, mes oreilles enfin seraient cornes aussi, et quand je les aurais plus courtes qu'une autruche, je craindrais même encore. Le grillon repartit. Corne cela, vous me prenez pour une cruche, ce sont oreilles que Dieu fit, on les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif, et corne de licorne, j'aurais beau protester, mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. Le renard ayant la queue coupée, un vieux renard mais des plus fins, grand croqueur de poulet, grand preneur de lapin, sentant son renard d'une lieue, fut enfin au piège attrapé, par grand hasard en étant échappé, non pas franc, car pour gage il y laissa sa queue. S'étendis-je, sauvé sans queue, et tout honteux pour avoir de pareilles, comme il était habile. Un jour que les renards tenaient un conseil entre eux, que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile, et qui va balayer tous les sentiers fangeux? Que nous sert cette queue? Il faut qu'on se la coupe. Si l'on me croit, chacun s'y résoudra. Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe, mais tournez-vous de grâce, et l'on vous répondra. À ces mots, il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été temps perdu. La mode en fut continuée. La vieille et les deux servantes. Il était une vieille ayant 2 chambrières. Elle le filait si bien que les sœurs filandières ne faisaient que brouiller au prix de celle-ci. La vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches. Dès que Tétis chassait Phébus au grain doré, Touret entrait en jeu. Fuseau était tiré, de ça, de là, vous en aurez. Point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, en son char remontait, un misérable coq à point nommé chantait. Aussitôt, notre vieille encore plus misérable s'affublait d'un jupon crasseux et détestable, allumait une lampe et courait droit au lit où de tout leur pouvoir, de tout leur appétit, dormaient les 2 pauvres servantes. L'une entr'ouvrait un œil, l'autre étendait un bras, et toutes 2, très malcontentes, disaient entre leurs dents « Maudit coq, tu mourras !» Comme elle l'avait dit, la bête fut grippée. Le réveil matin eurent la gorge coupée. Ce meurtre n'amenda nullement leur marché. Notre couple, au contraire, à peine était couché, que la vieille craignait de laisser passer l'heure, courait comme un lutin par toute sa demeure. C'est ainsi que le plus souvent, quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Témoin ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, le fit tomber, parla de Charybde en Scylla. Le cheval et le loup. Un certain loup dans la saison, que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie, et que les animaux quittent toutes les maisons pour s'en aller chercher leur vie. Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, aperçut un cheval qu'on avait mis au vert. Je laissa penser, quelle joie, bonne chasse, dit-il, qu'il aurait à son gros, et que tu n'es mouton, car tu me seras hoc. Au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie, rusons donc. Ainsi dit, il vient à pas compter, ce dit écolier d'Hippocrate, qu'il connaît les vertus et les propriétés de tous les simples de ses prés, qu'il sait guérir sans qu'il se flatte toutes sortes de maux. Si ton coursier voulait ne point sceller sa maladie, lui loup, Garati, le
le guérirait, car le voir en cette prairie, praire ainsi sans être lié, témoignait quelque mal selon la médecine. J'ai dit la bête chevaline, un aposthume sous le pied. Mon fils, dit le docteur, il n'est point de partie susceptible de tant de mots. J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux, et fais aussi la chirurgie. Mon galant ne songeait qu'à bien prendre son temps, afin de happer son malade. L'autre qui s'en doutait lui lâcha une ruade qui vous lui met en marmelade, les mandibules et les dents. C'est bien fait, dit le loup, en soi-même fort triste. Chacun a son métier, doit toujours s'attacher. Tu veux faire ici l'arboriste, et ne fut jamais que boucher. Le laboureur et ses enfants travaillaient, prenaient de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournèrent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, ils en rapporta davantage, d'argent point de caché. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. La montagne qui accouche, une montagne en mal d'enfants, jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur que je dis. Je chanterai la guerre qui firent les titans au maître du tonnerre. C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent du vent? Le serpent et la lime. On compte qu'un serpent, voisin d'un horloger, c'était pour l'horloger un mauvais voisinage, entra dans sa boutique et cherchant à manger, n'y rencontra pour tout potage qu'une lime d'acier, qu'il se mit à ronger. Cette lime lui dit, sans se mettre en colère: pauvre ignorant, et que prétends-tu faire? Tu te prends à plus dur que toi, petit serpent à tête folle. Plutôt que d'emporter de moi seulement le quart d'une obole, tu te romprais toutes les dents. Je ne crains que celle du temps. Ceci s'adresse à vous, esprit du dernier ordre, qui n'étant bon à rien, cherchez surtout à mordre. Vous vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos dents impriment leur ouvrage sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous d'airain, d'acier et de diamants. La fortune et le jeune enfant, sur le bord d'un puits très profond, dormait étendu de son long. Un enfant alors dans ses glaces, tout est aux écoliers, couchait des matelas. Un honnête homme en pareil cas aurait fait un saut de 20 brasses. Près de là, tout heureusement, la fortune passa, l'éveilla doucement, lui disant: mon mignon, je vous sauve la vie. Soyez une autre fois plus sage, je vous prie. Si vous fussiez tombé, l'on s'en fût pris à moi. Cependant c'était votre faute. Je vous demande en bonne foi si cette imprudence si haute provient de mon caprice. Elle part à ces mots. Pour moi j'approuve son propos. Il n'arrive rien dans le monde qu'il ne faille qu'elle en réponde. Nous le faisons de tout écho. Elle en brise à garant de toute aventure, et en sot, étourdi prend-on mal ses mesures. On pense
s'en être quitte en accusant son sort. Bref, la fortune a toujours tort. Les médecins. Le médecin, tant pis, allait voir un malade que visitait aussi son confrère, tant mieux. Ce dernier espérait, quoique son camarade soutint, que le gisant irait voir ses aïeux. Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya la tribu à nature. Après qu'en ses conseils, tant pis, eût été cru, il triomphait encore sur cette maladie, l'un disant « Il est mort, je l'avais bien prévu. S'il me crut, disait l'autre, il serait plein de vie. » La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce qui dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôter le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. L'âne portant des reliques, un baudet chargé de reliques, s'imagina qu'on l'adorait, dans ses pensées il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelques-uns fit l'erreur et lui dit « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend, et que la gloire en est due. D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. » Le cerf et la vigne. Un cerf à la faveur d'une vigne forte haute, et telle qu'on en voit en des certains climats, s'étant mis à couvert et sauvé d'un trépas. Les veneurs, pour ce coup, croyaient leurs chiens en faute. Il les rappelle donc. Le cerf, hors de danger, broute de sa bienfaitrice ingratitude extrême. On l'entend, on retourne, on le fait déloger. Il vient mourir en ce milieu même. J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment. Profitez-en, ingrat. Il tombe en ce moment. La meute en fait curer. Il fut inutile de pleurer au veneur à sa mort arrivée. Vraies images de ceux qui profanent l'asile, qui les a conservés. L'âne vêtu de la peau du lion. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu. Était grain partout à la ronde, et bien qu'un animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassait le lion au moulin. Force gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendre familier un équipage cavalier, faire les 3/4 de leur vaillance. Le lièvre et la perdrix. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Celui qui en ses vers, je propose, et les siens, ce sont même chose. Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, se semble assez tranquille, quand une meute s'approchant, oblige le premier à chercher un asile. Il s'enfuit dans son fort, mais les chiens en défaut, sans même en accepter, briffaut. Enfin il se trahit lui-même, par les esprits sortant de son corps échauffé. Miro, sur leur hauteur ayant philosophé, conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême. Il le pousse, et Rustaud, qui n'a jamais menti, dit que le lièvre est reparti. Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte. La perdrix le raille et lui dit « Tu te vantais d'être si vite. Qu'as-tu fait de tes pieds?
Au moment qu'elle rit son tour vint, on la trouve. Elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Mais la pauvrette avait compté son lot tour au cerf cruel. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces fables vous auront plu et qu'elles vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de